Je commence en déclarant que je suis membre du Medical Advisory Board de la société Maquet, Maquet Critical Care, qui développe les systèmes PICO et PulsioFlex notamment. Oui, je vais vous convaincre que non, on ne peut pas utiliser que le cathéter artériel, en tout cas chez les patients de réanimation, les patients les plus complexes, les patients qui ont un état de choc. Et je vais vous montrer 6 arguments, il y en a sans doute d'autres, mais 6 arguments qui, à mon avis, nous démontrent qu'on ne peut pas faire avec juste la pression artérielle, et c'est bien dommage. Le premier argument. Alors oui, bien entendu, le débit cardiaque. Alors le débit cardiaque, tu as dit que c'était une variable qui n'était pas importante, qu'il ne fallait pas chercher à l'augmenter parce que ça tuait plus les gens. Je l'ai entendu, ça. Qui parmi vous fait du remplissage vasculaire chez les patients qui ont un état de choc? Levez la main. Vous êtes tous d'accord, vous qui faites du remplissage, qui remplissez les patients avec un état de choc, que quand vous le donnez, c'est bien pour améliorer le débit cardiaque. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous donnez de la dobutamine, si vous décidez d'en donner, ça doit arriver quand même à Saint-Antoine, c'est bien pour augmenter le débit cardiaque. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas le mettre à des niveaux beaucoup trop élevés, comme on a pu démontrer que ça améliorait, ça aggravait la mortalité des patients. Mais vous le donnez simplement parce que le débit cardiaque, c'est le déterminant essentiel du transport artériel en oxygène, et que ça, quand même, c'est ce qui permet aux cellules de fonctionner. Ces deux traitements-là, ils améliorent le débit cardiaque. Alors, pour mesurer leur effet, pourquoi est-ce que vous ne mesureriez pas le débit cardiaque? Quand on donne un traitement antibiotique, on regarde bien son efficacité. Son efficacité, que sais-je, par exemple sur la température ou sur la CRP. On vérifie que le traitement a bien été efficace. Quand vous donnez un remplissage vasculaire, pourquoi est-ce que vous ne regarderiez pas si le traitement a été efficace, c'est-à-dire s'il a augmenté la variable pour laquelle vous l'avez donné, le débit cardiaque? À mon avis, c'est le premier argument. Pour évaluer les changements de débit cardiaque, il faut mesurer tout simplement le débit cardiaque, ça me semble du bon sens. Alors c'est ce que tu nous as dit, Afid, c'est moi je fais juste avec la pression artérielle, parce que ça coûte pas cher, etc. Et toutes ces techniques de mesure du débit cardiaque, il y en a plein, puis vous voyez qu'on n'est pas dogmatique dans le service. Moi, je sais quoi en faire. Pour garder que la pression artérielle, oui, mais c'est la physiologie la plus élémentaire qui nous dit qu'on ne peut pas faire juste avec la pression artérielle. Parce que c'est vrai que la pression artérielle, ça reflète le débit cardiaque. C'est vrai que dans les déterminants de la pression artérielle pulsée, celle que vous mesurez, par exemple, au niveau radial, c'est vrai qu'il y a le débit cardiaque. Mais entre le débit cardiaque et la pression artérielle que vous mesurez en périphérie, il y a le système artériel avec, c'est la physiologie, les déterminants de la pression artérielle que sont la compliance et surtout les résistances artérielles. Et donc la question logique, c'est de se demander si, quand les résistances vasculaires changent, je peux toujours utiliser la pression artérielle pour estimer les changements du débit cardiaque. La physiologie nous dit que la question se pose, et les études cliniques nous montrent que définitivement non, on ne peut pas faire ça. C'est ce qu'on avait montré dans cette étude avec Jean-Louis Teboul. C'était une étude très simple. On avait inclus des patients qui recevaient un remplissage vasculaire, c'est-à-dire des patients chez qui on ne changeait pas les résistances artérielles, ou très peu. Et d'autres patients chez qui on augmentait la dose de noradrénaline. Et bien sûr, on changeait les résistances artérielles. Et la question, c'était tout simplement de savoir si, pour mesurer l'effet de ces traitements, on pouvait se fier simplement à la pression artérielle, au scope, ou s'il fallait mesurer le débit cardiaque. Les résultats tiennent sur 7 diapositives. Chez les patients à qui on donnait un remplissage vasculaire, regardez, les changements du vrai index cardiaque
étaient corrélés au changement de la pression artérielle pulsée. Et même s'ils étaient corrélés, vous voyez que la corrélation était loin d'être parfaite. Mais les patients chez qui on augmentait la dose de noradrénaline, chez eux, il n'y avait plus de corrélation entre les changements de l'index cardiaque et les changements de la pression pulsée. Définitivement, chez ces patients, je ne pouvais pas utiliser la pression artérielle pour estimer les changements du débit cardiaque. Et une fois encore, par exemple avec le remplissage vasculaire, c'est bien pour augmenter le débit cardiaque qu'on avait donné ce traitement. Ça montre que chez les patients qui reçoivent un vasopresseur, et c'est les patients les plus complexes, les patients les plus graves en réanimation, on ne peut pas faire juste avec la pression artérielle. Il y a d'autres études qui ont confirmé ces résultats, ça c'est les nôtres, mais par exemple, chez Jean-Louis Vincent, avec Pierre Akos, ils avaient démontré dans cette étude qu'il n'y avait même aucune corrélation entre les changements de l'index cardiaque, ici mesuré par la Swan-Ganz, et les changements de la pression artérielle, même la pulsée, mesurée au niveau radial. Définitivement, pour estimer les changements du débit cardiaque, on ne peut pas faire seulement avec un cathéter artériel. Alors, dans ce cas-là, quand on donne ces traitements-là, pourquoi est-ce qu'on ferait exprès de surtout pas regarder ce que ça a comme effet? C'est pas possible, c'est la physiologie qui le dit à la base, d'évaluer précisément les changements de débit à partir de la pression artérielle. Et quand même, il me semble raisonnable, logique, chez des patients qui sont des patients graves, des patients complexes, à qui on donne des traitements qui sont des traitements très risqués, de mesurer précisément ce qu'on fait. Oui, mais évidemment, les techniques de monitoring ne sont pas fiables. Alors bien sûr, il n'y a pas de technique qui mesure les variables, il n'y a pas que le débit cardiaque de façon parfaite. D'abord, il faut dire quand même qu'il y a quand même des techniques, alors qui sont les plus invasives, les plus anciennes, les plus sophistiquées, comme on dit, qui mesurent le débit cardiaque de façon fiable. Il ne faut pas dire à partir des résultats obtenus avec des techniques qui sont plus neuves et moins invasives d'ailleurs, que c'est l'ensemble qui n'est pas fiable. Le manque de fiabilité de certaines techniques ne doit pas discréditer l'ensemble. Mais surtout, tu nous as dit, Afid, que du coup, tu faisais de temps en temps de l'échographie cardiaque. Oui, mais l'échographie cardiaque, quelle est sa fiabilité? Quelle est sa fiabilité comparée à celle des autres techniques? Elle n'est évidemment pas parfaite. Il ne faut pas demander à ces techniques de monitoring plus qu'on en demande à l'échographie cardiaque. Et vous pouvez trouver moult études qui vous diront que la fiabilité de l'échographie, par exemple ici, pour mesurer le débit cardiaque, est largement discutable. Les autres techniques sont sans doute pas moins fiables. De la même manière, on peut quand même lire la littérature objectivement et voir qu'il y a beaucoup des variables qui sont mesurées par les techniques de monitoring qui sont mesurées de façon fiable. Je donne juste un exemple avec l'eau pulmonaire, avec cette étude qu'on avait faite avec Martin Dress et Jean-Louis Teboul. L'idée, elle était très simple, c'était de voir si la thermodilution transpulmonaire permettait de détecter les augmentations d'eau pulmonaire induites par un lavage broncho-alvéolaire et par le peu d'eau qu'on laisse au fond des alvéoles après le lavage. Mais regardez, la thermodilution, elle était capable de détecter cette augmentation, seulement 130 millilitres d'augmentation qu'on pouvait détecter. C'est juste l'exemple de l'eau pulmonaire, mais il serait impossible de montrer ça si définitivement cette estimation de l'eau pulmonaire, elle n'était pas fiable. Et on peut montrer des exemples à l'envi pour plein d'autres variables qui sont mesurées par ces systèmes. Le quatrième argument, c'est qu'il y a des fois où il faut une évaluation qui est une évaluation un peu perfectionnée. La bonne vieille clinique, les marbrures, le temps de recoloration cutanée, la couleur des conjonctives, eh bien ça ne permet pas de répondre à des questions qui sont des questions souvent compliquées chez les patients avec un état de choc. Je prends juste un exemple. Imaginons un patient qui a une hypotension artérielle. Il a sans doute un débit cardiaque qui est bas, et d'ailleurs, il a des marbrures. Au demeurant, le pourcentage de patients qui ont des marbrures à qui on donne un remplissage vasculaire, ce n'est pas 100%. Et en plus, il a un test de levée de jambe passif qui est positif. Vous savez que si vous donnez un remplissage vasculaire à ce patient,
son débit cardiaque va augmenter, mais son rapport P sur F est à 150. Est-ce que vous donnez du remplissage vasculaire à ce patient? C'est une question qui se pose tous les jours, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien moi je suis sûr que vous ne répondrez pas de la même manière. Si vous savez que, par exemple, la PVC est très élevée, ou que la PAPO, ou peut-être l'eau pulmonaire sont très élevées, ou si vous savez qu'elles sont au contraire basses, et que vous pouvez donner ce remplissage vasculaire en étant à peu près sûr qu'il ne va pas aggraver l'œdème pulmonaire. Pourquoi se priver du renseignement apporté par ces techniques-là? Et c'est juste un exemple sur le risque induit par le remplissage vasculaire. Et vous êtes bien d'accord que dans cet exemple-là, la simple clinique ne permet pas de répondre à la question. Et de toute façon, c'est logiquement bien normal dans des situations aussi compliquées. L'examen clinique, il est limité. C'est de la même manière pour traiter, que sais-je, une acidocétose diabétique, on ne peut pas faire que avec la clinique en goûtant les urines. Donc, quand la situation est compliquée, il faut sans doute utiliser des outils qui sont complexes, sophistiqués pour répondre à la question. Je pense que c'est un argument qui est assez fort. Alors, il y a bien sûr les complications. Ça coûte cher et ça entraîne des complications. Quand on regarde en détail, et je ne vais pas tout détailler, mais ces complications liées au monitoring hémodynamique, même des outils les plus invasifs, elles ne sont pas très fréquentes. Si on regarde le cathéter artériel pulmonaire, c'est les exemples ici de l'étude CAP de Christian Richard, les complications, en fait, elles étaient rares et elles étaient liées uniquement au cathétérisme veineux. Or, pour prendre en charge ces patients, ce n'est pas le débat, mais on est d'accord qu'il faut utiliser une voie veineuse centrale. Et puis, si on regarde en détail ce qui se passe avec la thermodilution transpulmonaire, qui est une technique invasive, ça c'est certain, à cause du cathéter artériel, regardez, les complications les plus fréquentes, c'était des hématomes au point de ponction. Je ne veux pas dire que ces complications sont négligeables. Il y a des complications attachées à la technique, même si elles ne sont pas dans des proportions dramatiques. Mais là, il y a un point très important, c'est que ces techniques-là, évidemment, on ne va pas les utiliser parce qu'elles sont dangereuses chez des malades qui ne sont pas graves. Par exemple, chez des malades au bloc opératoire qui n'ont pas de risque opératoire élevé, bien sûr, parce que chez ces malades-là, le risque associé, même s'il est faible, est inacceptable. Mais vous êtes d'accord que chez nos patients en état de choc, en réanimation, par exemple en état de choc septique, on utilise tout un tas de traitements qui sont bien plus dangereux que ça. Et il y a des tas de revues de la littérature, vous savez, qui ont regardé quel est le risque auquel sont exposés les malades de réanimation. Par exemple, sur les erreurs d'administration, de noradrénaline, d'insuline. Je veux dire par là que, au regard du risque auquel sont exposés les malades les plus graves de réanimation, le risque entraîné par le monitoring hémodynamique, il n'est pas très important. Et raisonnablement, on ne peut pas utiliser cet argument pour dire qu'on ne veut pas du tout utiliser ces techniques-là. Et puis enfin, il y a l'argument du pronostic. Et tu l'as dit, Afid, je ne veux pas utiliser ces techniques-là parce qu'elles n'ont pas montré qu'elles amélioraient la survie des patients de réanimation avec un état de choc. Et ça, c'est vrai. Au bloc opératoire, au demeurant, cette amélioration pronostique, elle a été montrée, c'est intéressant d'ailleurs, mais en réanimation, non. Et alors? Est-ce que vous attendez de beaucoup de techniques diagnostiques qu'elles améliorent le pronostic de vos patients? Est-ce que vous avez besoin de montrer que l'ECG, par exemple, qui est une technique diagnostique, c'est détecter l'ischémie myocardique comme vous mesurez le débit cardiaque? Est-ce que vous attendez de l'ECG qu'il améliore le pronostic des patients? Est-ce que même quand vous faites des gaz du sang, vous attendez que ça améliore le pronostic? Est-ce que parce que ça améliore pas le pronostic, vous allez arrêter de faire des bandelettes urinaires? Et la question, elle est importante parce qu'en fait, ces outils-là, ils peuvent améliorer le pronostic que s'ils sont liés à un traitement bien défini. L'ECG, il est utile juste parce qu'il permet de faire une coronarographie. Or, toutes les études qui ont montré que les outils de monitoring hémodynamique n'amélioraient pas la mortalité, elles n'ont pas inclus de protocole qui était attaché à la technique diagnostique. Donc, dès lors, il est bien normal qu'elles aient montré que ces techniques diagnostiques n'amélioraient pas la mortalité. Et de plus,
je pense qu'il n'y aura jamais d'étude qui montrera que ça permet d'améliorer le pronostic, parce qu'il ne sera jamais possible de résumer toute la prise en charge de l'état de choc, par exemple de l'état de choc septique, dans un seul algorithme. Avec les lésions coronaires, c'est simple, il y a une lésion qui entraîne un traitement, l'angioplastie. Mais le choc septique, c'est des mécanismes bien plus complexes, et les traitements ils peuvent être résumés comme ça à seulement une intervention thérapeutique. Il ne sera pas possible de résumer tous les paramètres qu'on prend en compte pour inclure ça dans un protocole et démontrer in fine que les techniques diagnostiques sont utiles. Et puis, il ne faut sans doute pas juger toutes les techniques qu'on utilise en réanimation à l'aune de la diminution de mortalité. Vous utilisez tous l'oxymétrie artérielle. Quand vous regardez dans la littérature, ça c'est même une méta-analyse Cochrane, 22 000 patients, 23 000 patients chez qui l'oxymétrie était utilisée, et au total, ça n'améliorait pas la mortalité des patients. Et bien sûr, vous utilisez l'oxymétrie chez vos patients. L'argument que le monitoring hémodynamique n'améliore pas la mortalité, à mon avis, ce n'est pas non plus un argument qu'on peut utiliser. 6 arguments, mais qui, à mon avis, sont avant tout des arguments de bon sens, et pour nous dire que non, le cathé artériel ne suffit pas, en tout cas chez les patients les plus complexes. Merci pour votre attention.